Tout a failli basculer cette nuit-là dans la capitale sans sirène ni foule. Selon les autorités burkinabées, le danger a été contenu avant d'atteindre les rues, alors qu'un plan déjà verrouillé glissait de la planification vers l'exécution. Si la marge d'erreur se comptait en minutes, qu'est-ce que cela révèle sur la fragilité d'un État? Et pourquoi Ibrahim Traoré était-il la cible unique de ce compte à rebours? Dans cette fenêtre choisie juste après 23 heures, le silence n'était pas l'absence d'événements, mais la condition même de sa prévention au bord du désastre. Cette histoire ne porte pas seulement sur une tentative avortée, mais sur ce qu'elle dit du pouvoir, du temps et de la vulnérabilité d'un État sous tension. Elle promet de montrer comment une menace peut évoluer sans bruit, franchir des seuils invisibles et obliger les institutions à agir avant même que le public ne sache qu'il y a danger. Pour le spectateur, l'enjeu est clair. Comprendre en quelques minutes ce qui, cette nuit-là, aurait pu redéfinir durablement le Burkina Faso. Derrière les communiqués, il y a des choix précis, des délais compressés et des conséquences qui dépassent largement un seul homme. Ibrahim Traoré apparaît ici non comme un symbole abstrait, mais comme un point de convergence, là où se croisent sécurité, légitimité et stabilité régionale. Ce récit promet aussi de démêler le vrai du plausible en s'appuyant uniquement sur le récit officiel disponible sans extrapolation. L'enjeu final n'est pas la peur, mais la lucidité, savoir comment une crise extrême se forme et pourquoi sa prévention repose parfois sur des décisions prises dans l'ombre, avant que l'histoire ne devienne publique. Quelques minutes avant la fenêtre prévue, l'opération a été stoppée selon les autorités, alors que presque tous les éléments étaient déjà en place. Cette seule donnée temporelle, mesurée en minutes plutôt qu'en heures, suffit à indiquer que la menace n'était plus hypothétique mais engagée, visant directement le capitaine Ibrahim Traoré. Ce point marque la mini-révélation centrale. L'État ne faisait plus face à une alerte précoce, mais à une course contre un compte à rebours actif où chaque retard pouvait devenir irréversible. Pour comprendre comment une telle situation a émergé, il faut revenir en arrière, non pas vers une explosion ou un affrontement visible, mais vers une série de signaux silencieux. Selon le récit officiel, les services de renseignement ont observé, dans la nuit du début janvier, un basculement rare de leurs systèmes internes vers un mode d'alerte exceptionnel. Aucune rue n'a été bouclée, aucun message public n'a été diffusé. La normalité apparente de la capitale faisait partie de l'équation. Ce qui a déclenché l'alarme n'était pas une rumeur isolée, mais la convergence d'informations structurées. Lieux déjà définis, rôles attribués, calendrier verrouillé. Des fragments auparavant dispersés se sont soudain alignés pour former une seule séquence cohérente avec une cible unique au centre, Ibrahim Traoré. Ce stade avancé distinguait cette affaire des tentatives évoquées par le passé, souvent stoppées bien avant toute exécution possible. Dans ce contexte, le danger ne résidait pas uniquement dans l'intention, mais dans la maturité du plan. Les autorités décrivent une opération disciplinée, sans improvisation, pensée pour se dérouler rapidement, et laisser très peu de marge de réaction. À partir de ce moment, la question n'était plus de savoir si une attaque pouvait avoir lieu, mais si l'État serait capable d'agir à temps sans provoquer de panique ni alerter les acteurs impliqués. Ce cadre explique pourquoi le silence est devenu une stratégie et non une omission. Il prépare aussi le terrain pour comprendre les décisions prises ensuite lorsque chaque minute comptait davantage que toute déclaration publique. Dans cette séquence tendue, le personnage conducteur n'est pas seulement un individu, mais une fonction incarnée. Ibrahim Traoré apparaît dans le récit officiel comme le point autour duquel s'organise à la fois la menace et la réponse. Sa présence au sommet de l'État transforme une opération ciblée en un risque systémique capable de désorienter rapidement les chaînes de décision. Autour de lui, les premiers impacts se font sentir avant même toute action visible.
À l'intérieur des services de sécurité, les priorités basculent. Les équipes cessent de penser en termes de prévention abstraite et commencent à raisonner en fenêtres temporelles, en séquences à interrompre plutôt qu'en suspects à identifier. Un premier impact est institutionnel. Les autorités décrivent une compression inhabituelle des processus, décisions raccourcies, validations accélérées, coordination resserrée entre unités qui, en temps normal, opéreraient de manière plus compartimentée. Cette accélération n'est pas spectaculaire, mais elle modifie la façon dont l'État fonctionne pendant ces heures critiques. Un second impact est opérationnel. La surveillance est intensifiée sans signe extérieur. Les mouvements sont suivis, les communications observées, mais aucune force visible n'est déployée. Ce choix vise à éviter deux risques opposés: alerter prématurément les acteurs impliqués ou provoquer une réaction en chaîne incontrôlable. Enfin, un impact plus discret touche la perception interne du risque. Les responsables comprennent que la menace dépasse la personne visée. Si le plan aboutissait, les conséquences se propageraient rapidement vers l'armée, les institutions civiles et la stabilité globale. À ce stade, l'idée est simple. Empêcher un acte, c'est déjà préserver l'architecture entière de l'État. L'activation du plan, selon le récit des autorités, commence bien avant toute violence visible. Elle débute par un choix stratégique: ne rien montrer. Alors que la menace se précise, l'État décide de ne pas perturber la surface de la ville. Les rues restent ouvertes, les habitudes intactes. Cette normalité apparente sert de couverture à une phase d'observation intensive conçue pour laisser le complot se révéler complètement sans lui permettre de franchir le point de non-retour. À ce stade, la chronologie devient essentielle. Les services de renseignement comprennent qu'ils n'enquêtent plus sur une possibilité, mais qu'ils courent contre une séquence déjà lancée. Les informations reçues indiquent que les décisions clés ont été prises, méthodes envisagées, lieux fixés, calendrier verrouillé. L'opération n'est plus ajustable. Elle est prête à être exécutée dès que les conditions finales sont réunies, avec Ibrahim Traoré comme cible centrale. Le climax se situe dans cette période étroite, juste avant l'heure prévue. Selon les autorités, l'assassinat était programmé peu après 23 heures, un moment choisi pour son calme relatif. Pas trop tard pour rester dissimulé, pas trop tôt pour éveiller l'attention. Deux options d'exécution auraient été arrêtées: une action directe à courte portée, rapide et définitive, ou une méthode plus destructrice impliquant des explosifs destinés à provoquer un choc plus large. Le choix final devait dépendre uniquement des conditions sur le terrain. C'est ici que la tension atteint son sommet. Les responsables décrivent une situation où agir trop tôt aurait pu disperser les personnes impliquées, détruire des preuves ou accélérer l'attaque. Agir trop tard aurait signifié perdre le chef de l'État en quelques instants. Chaque décision prise durant cette phase comporte des conséquences irréversibles. Le temps n'est plus linéaire, il est compressé, transformé en une série de fenêtres qui s'ouvrent et se ferment rapidement. Les répliques, enfin, commencent avant même l'intervention finale. Les autorités affirment avoir perçu que l'assassinat n'était pas conçu comme une fin en soi, mais comme le premier mouvement d'une séquence plus vaste. Le calendrier précis suggérait qu'un vide devait être créé, laissant la place à d'autres actions avant que le pays ne puisse se stabiliser. Cette compréhension modifie la priorité de l'État. Il ne s'agit plus seulement de protéger Ibrahim Traoré, mais d'empêcher une cascade d'événements destinés à fracturer la structure de commandement. Lorsque l'intervention a lieu, quelques minutes avant la fenêtre prévue, elle est restée décrite comme ciblée et silencieuse. L'attaque est stoppée au bord du désastre. Mais le récit officiel insiste sur un point: cette interruption n'est pas une victoire précoce, c'est une suspension à la limite extrême.
Les événements de cette nuit laissent derrière eux une question plus large, celle des conséquences immédiates et invisibles qu'une telle opération aurait déclenchées si elle avait franchi ce seuil critique. Le premier indicateur clé, selon le récit officiel, tient dans le moment d'intervention. Les autorités affirment avoir agi quelques minutes avant la fenêtre d'exécution prévue. Ce glissement d'échelle, de jours ou d'heures, vers des minutes, marque le passage d'une menace théorique à une menace opérationnelle. En termes de sécurité, cela signifie que le plan avait atteint son dernier palier, celui où l'annulation dépend moins de l'analyse que du timing. Un deuxième élément chiffré concerne l'heure choisie. L'assassinat était programmé juste après 23 heures, une tranche nocturne précise. Ce choix n'est pas présenté comme arbitraire. Il correspond à un moment où l'activité urbaine diminue sans basculer dans l'inertie totale. Selon les autorités, cette fenêtre maximise la discrétion tout en ralentissant les capacités de réaction immédiate. L'heure devient ici un outil tactique intégré au plan au même titre que les lieux ou les méthodes. Le troisième indicateur porte sur les ressources financières alléguées. Le ministre de la Sécurité a déclaré que l'opération aurait été financée à hauteur de 70 millions de francs CFA, somme déjà versée et mobilisée. Ce montant, sans être comparé publiquement à d'autres opérations, est présenté comme suffisant pour couvrir la logistique, les déplacements et le maintien du silence durant la phase finale. Dans le récit officiel, l'argent explique la discipline observée et la capacité à coordonner plusieurs acteurs sans attirer l'attention. Pris ensemble, ces trois données, minutes restantes, heures ciblées, financement engagé, dessinent un schéma cohérent. Elles servent de transition entre un soupçon et une certitude opérationnelle. Les autorités insistent sur le fait que ce n'est pas un seul chiffre isolé qui a déclenché l'action, mais leur alignement. Le temps indiquait l'urgence, l'horaire révélait l'intention et l'argent démontrait la capacité. Ce cadrage quantitatif permet aussi de comprendre pourquoi la réponse de l'État est restée silencieuse. Une intervention publique précoce aurait modifié ces paramètres de façon imprévisible. En révélant l'existence de la menace, l'État aurait risqué d'accélérer le calendrier adverse ou de pousser les acteurs impliqués à agir plus tôt. A l'inverse, attendre au-delà de cette fenêtre aurait annulé toute possibilité de prévention. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré n'est pas seulement la cible mentionnée dans le plan. Il devient le point de référence autour duquel se mesurent ces indicateurs. La question centrale n'est plus simplement de savoir qui était visé, mais à quel stade précis l'État a jugé que l'équation temporelle, financière et opérationnelle ne pouvait plus être laissée intacte. Ce passage par les chiffres, limité mais significatif, ancre le récit dans une logique de seuil. Il prépare aussi la discussion suivante, celle des arguments contraires de ceux qui contestent la lecture officielle et estiment que ces éléments ne suffisent pas à eux seuls à prouver l'ampleur réelle de la menace. Un premier argument opposé avance que le récit officiel exagère la proximité du danger. Selon cette lecture, de nombreuses menaces présumées sont décrites comme imminentes sans jamais atteindre un seuil réel d'exécution. Les minutes évoquées pourraient relever d'une reconstruction a posteriori destinée à souligner l'efficacité des services de sécurité. L'absence de vérification indépendante, ajoute ces critiques, empêche de confirmer que le plan était réellement irréversible au moment de l'intervention. Un second argument soutient que la centralité accordée à la cible fausse l'analyse. En mettant l'accent sur Ibrahim Traoré, le gouvernement aurait intérêt à présenter l'affaire comme existentielle, alors qu'il pourrait s'agir d'un complot plus limité, sans capacité réelle de déstabilisation systémique. Dans cette perspective, les éléments chiffrés, heures choisies, financement allégué,
serait cohérent avec une intention, mais pas nécessairement avec une opération capable de produire les effets en cascade décrits. La réponse officielle ne nie pas ces réserves, mais les replace dans une logique de seuils opérationnels. Les autorités affirment que l'évaluation ne reposait pas sur une déclaration isolée ou un indice unique, mais sur la convergence d'éléments indépendants arrivant simultanément à maturité. Le stade atteint par la planification, avec des rôles déjà assignés et des options d'exécution arrêtées, distingue cette affaire de scénario plus embryonnaire. Sur la question de la cible, la réponse insiste sur la fonction plutôt que sur la personne. Le risque, selon ce cadre, ne tient pas seulement à l'élimination d'un dirigeant, mais au vide décisionnel immédiat qu'elle aurait créé. Ce vide aurait ouvert un espace temporel exploitable, indépendamment de toute annonce publique ou revendication. Enfin, l'absence de preuves rendues publiques est expliquée par une contrainte procédurale. Rendre visibles certaines informations pourrait compromettre des enquêtes encore en cours ou révéler des capacités de renseignement sensibles. Dans cette optique, le récit officiel se veut d'un minimum communicable, pas un dossier judiciaire complet. Ce débat met en lumière une tension classique. Jusqu'où un État peut-il demander à être cru lorsqu'il affirme avoir agi au bord du désastre? Et à partir de quel point la prévention silencieuse devient-elle indiscernable de la dramatisation? Selon les autorités, le cœur du plan ne visait pas uniquement la disparition physique de la cible, mais l'aveuglement momentané de l'État. Une fois Ibrahim Traoré éliminé, la séquence suivante devait s'enclencher presque immédiatement, comprimée dans un laps de temps où la confusion aurait précédé toute capacité de réaction structurée. Le récit officiel introduit ici un changement de focale décisif. Les comploteurs n'auraient pas cherché à annoncer une prise de pouvoir, ni à occuper des symboles médiatiques. L'objectif, affirment les responsables, était de laisser le silence se propager plus vite que le contrôle. Dans cette logique, empêcher l'État de voir devenait aussi important que frapper au sol. C'est dans ce cadre qu'apparaît l'élément des capacités aériennes. Les autorités expliquent que le plan prévoyait de neutraliser le site de drone du pays, non par symbolisme, mais par calcul tactique. Les drones permettent de confirmer les mouvements nocturnes, de distinguer une attaque isolée d'une action coordonnée et de guider les décisions urgentes. Les privés auraient forcé les responsables à agir à l'aveugle. Cette révélation transforme la lecture des événements. La menace n'était plus linéaire, mais séquentielle. Elle reposait sur l'idée qu'en retirant simultanément le leadership et les vents et les yeux de l'État, la réaction deviendrait hésitante, fragmentée et donc exploitable. À ce stade, la question n'est plus ce qui a été évité, mais ce que cette stratégie révèle sur la vulnérabilité des systèmes modernes. Les conséquences potentielles de cette séquence, telle que décrite par les autorités, se déploient sur plusieurs niveaux distincts, touchant à la fois l'État, l'appareil militaire, la population civile et l'environnement régional. L'assassinat d'Ibrahim Traoré n'aurait été que le point d'entrée d'une dynamique beaucoup plus large, dont les effets se seraient propagés en quelques minutes. Pour l'État, la première conséquence aurait été institutionnelle. La disparition soudaine du chef de l'exécutif, combinée à la neutralisation des capacités de surveillance aérienne, aurait créé un vide décisionnel immédiat. Les responsables expliquent que, sans confirmation visuelle fiable, les ordres auraient été retardés ou contradictoires. Dans un tel contexte, même des institutions intactes peuvent perdre leur capacité à coordonner, non par faiblesse structurelle, mais par manque d'informations synchronisées. Du côté de l'armée, l'impact aurait été tout aussi critique. Le plan prévoyait, selon le récit officiel, de cibler sélectivement certains officiers supérieurs dans les minutes suivant l'assassinat. L'objectif n'était pas l'élimination massive, mais la désorganisation ciblée.
En retirant temporairement des figures clés de la chaîne de commandement, la capacité à déployer des unités de manière cohérente aurait été compromise. Cette fragmentation aurait accru le risque d'erreur, de lenteur et même d'incidents entre forces loyales agissant sans vision d'ensemble. Pour les civils, les effets se seraient manifestés par une incertitude immédiate. L'absence d'annonce officielle, combinée à des informations fragmentaires circulant par rumeur, aurait amplifié la peur. Les autorités soulignent que le choc recherché n'était pas seulement physique, mais psychologique. Dans un climat où personne ne sait ce qui se passe réellement, les comportements deviennent imprévisibles et la perception d'un effondrement peut précéder l'effondrement lui-même. Enfin, au niveau régional, les implications dépassent les frontières nationales. Les accusations de financement en provenance de l'extérieur, notamment de la Côte d'Ivoire, élèvent l'affaire au rang de problème diplomatique potentiel. Même sans vérification indépendante, ces allégations auraient suffi à tendre les relations et à introduire une dimension régionale à une crise déjà interne. Dans un espace sahélien marqué par l'instabilité, ce type de signal peut avoir des répercussions rapides. Ce faisceau de conséquences explique pourquoi, dans le récit officiel, Ibrahim Traoré apparaît à nouveau comme un point nodal. Sa disparition aurait servi de déclencheur, mais les effets attendus allaient bien au-delà de sa personne. L'enjeu central n'était pas seulement de sauver une vie, mais d'empêcher une cascade où chaque minute de désorganisation aurait amplifié la suivante. C'est cette logique de propagation plus que l'acte initial qui éclaire la gravité attribuée à cette nuit. À partir du récit officiel et sans ajouter de faits nouveaux, les autorités esquissent implicitement trois trajectoires possibles pour les mois à venir, chacune dépendant de la manière dont les suites de cette nuit sont gérées. Dans un scénario de base, l'État parvient à contenir durablement les réseaux impliqués grâce aux arrestations en cours et à la cartographie progressive des soutiens logistiques et financiers. La priorité reste la stabilité interne. Les institutions continuent de fonctionner sans rupture visible, mais sous un niveau de vigilance élevé. Ibrahim Traoré demeure au centre du dispositif sécuritaire, non comme symbole public, mais comme point autour duquel les mécanismes de prévention sont renforcés. Ce scénario suppose une normalisation prudente où le risque n'est pas éliminé mais maintenu sous contrôle. Dans un scénario optimiste, la séquence avortée agit comme un électrochoc organisationnel. Les enseignements tirés de la tentative accélèrent la coordination entre services, réduisent les angles morts et améliorent la capacité de réaction silencieuse. La démonstration qu'un plan avancé a pu être interrompu à temps renforce la confiance interne et dissuade des acteurs similaires. À moyen terme, l'État consolide sa résilience sans recourir à une visibilité excessive. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré incarne moins une cible qu'un facteur de continuité, autour duquel la stabilité est perçue comme crédible. Dans un scénario pessimiste, le pire cas repose sur l'idée que les arrestations actuelles ne représentent qu'une partie du réseau. Des cellules dormantes pourraient subsister, capables de s'adapter et de modifier leurs méthodes. La prudence affichée par les autorités, notamment le refus de divulguer certains éléments, pourrait alors être interprétée comme une fragilité persistante. Dans ce scénario, la menace se diffuse dans le temps plutôt que de disparaître, imposant un état de tension prolongé, coûteux, politiquement et institutionnellement. Ces trois trajectoires partagent un point commun. Aucune ne dépend d'un événement spectaculaire, mais d'une gestion fine du temps, de l'information et de la confiance. La recommandation implicite est moins une action ponctuelle qu'une posture mentale. Penser en termes de séquence plutôt que de crise isolée
et accepter que la prévention durable se joue souvent dans ce qui reste invisible longtemps après que la nuit critique est passée. Pour le spectateur, cette histoire ne se limite pas à une lecture stratégique ou institutionnelle. Elle touche des groupes concrets avec des effets distincts selon la position occupée dans la société. C'est à ce niveau que la séquence prend une dimension plus personnelle. Pour les citoyens ordinaires, le premier impact est invisible mais réel. Cette nuit s'est déroulée sans alerte, sans annonce, sans signe extérieur de crise. Pourtant, selon les autorités, le pays a frôlé un basculement majeur. Cette dissonance rappelle que la stabilité perçue n'est pas toujours synonyme de sécurité réelle. Elle invite chacun à reconsidérer la manière dont les crises modernes peuvent se former hors du champ public, puis se résoudre sans trace immédiate. Pour les acteurs économiques, l'enjeu est celui de la continuité. Une rupture brutale du sommet de l'État, même de courte durée, aurait pu affecter la confiance, les échanges et les décisions d'investissement. Le fait que l'événement ait été contenu avant toute perturbation visible est présenté comme un facteur clé de préservation de cette continuité, même si l'incertitude de fond demeure. Pour les forces de sécurité et les institutions, la leçon est plus directe. Le récit met en lumière une forme de responsabilité silencieuse, où la réussite ne se mesure pas à ce qui est démontré, mais à ce qui n'a pas eu lieu. Cette logique peut être frustrante, car elle laisse peu de place à la reconnaissance publique, mais elle constitue le cœur de la prévention moderne. Enfin, pour les observateurs régionaux, l'affaire rappelle que les dynamiques internes d'un pays peuvent rapidement acquérir une portée transfrontalière. La mention de financements extérieurs, même non vérifiés indépendamment, suffit à rappeler l'interdépendance sécuritaire de la région. À travers ces différents prismes, Ibrahim Traoré apparaît non seulement comme une figure politique, mais comme un point de convergence entre des attentes, des peurs et des équilibres fragiles. Ce déplacement du regard, du sommet vers les répercussions diffuses, permet de relier un événement discret à l'expérience collective. Dans le récit officiel, la réponse de l'État ne se limite pas à l'interruption d'une nuit précise. Elle s'inscrit dans une feuille de route en plusieurs étapes, conçue pour empêcher la reconstitution d'une séquence similaire. Cette approche repose moins sur des annonces que sur des actions graduées, mesurables dans le temps. La première étape est l'identification complète du réseau. Les autorités expliquent que les arrestations initiales ne constituent qu'un point de départ. L'objectif est de cartographier les rôles, du financement à la logistique, en passant par les intermédiaires. Cette phase se mesure non par le nombre de personnes arrêtées, mais par la réduction des zones d'ombre dans la chaîne. La deuxième étape concerne la sécurisation des capacités critiques. L'épisode des drones a mis en évidence la dépendance de l'État à certains outils de visibilité nocturne. Renforcer, diversifier et protéger ces capacités devient une priorité opérationnelle afin qu'aucune tentative future ne puisse aveugler la prise de décision centrale. La troisième étape vise la résilience de la chaîne de commandement. Les autorités laissent entendre qu'une réflexion est engagée pour réduire les vulnérabilités liées à la concentration du pouvoir décisionnel. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré reste une figure centrale, mais l'enjeu est de garantir que l'État puisse continuer à fonctionner même en cas de choc brutal. Une quatrième étape, plus discrète, touche la prévention sociale et informationnelle. Les appels à la vigilance adressés aux citoyens suggèrent la crainte de réseaux d'influence encore actifs. Ici, la mesure du succès repose sur la capacité à éviter la mobilisation ou la manipulation, plutôt que sur des résultats visibles. Enfin, la feuille de route inclut le temps long. Les autorités reconnaissent implicitement que la vigilance n'a pas de date d'expiration. La réponse n'est pas un événement, mais une posture durable, ajustée en permanence. Cette succession d'étapes montre que la prévention
ne se juge pas sur un instant, mais sur la capacité à fermer une à une les fenêtres qui rendent une crise possible. Le récit revient alors à ce qui avait ouvert la nuit, le silence, non plus comme une tactique, mais comme une trace. Rien n'a explosé, rien n'a été annoncé, et pourtant, selon les autorités, tout aurait pu basculer. Ce contraste donne à l'histoire sa charge émotionnelle la plus forte. L'idée qu'un pays peut frôler la rupture sans que la majorité n'en perçoive le moindre signe. Le motif central, celui de la fenêtre étroite, reprend ici tout son sens. Une fenêtre de temps, quelques minutes, où les décisions comptaient plus que les discours. Une fenêtre où la stabilité dépendait de gestes invisibles. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré réapparaît non comme une figure héroïsée, mais comme le point autour duquel se sont cristallisées des tensions plus vastes, politiques, militaires et symboliques. Ce rappel n'est pas un triomphe. Il ressemble davantage à une respiration retenue, relâchée après coup. L'État n'a pas gagné, il a évité de perdre. Et cette nuance est essentielle. Elle souligne que la prévention moderne ne laisse pas de scène finale spectaculaire, seulement une continuité préservée. La nuit s'achève sans image marquante, mais avec une certitude implicite. Ce qui a été empêché compte autant que ce qui a été vécu. Dans cette histoire, le silence n'est pas un vide. Il était la preuve que tout ne s'est pas effondré. Cette histoire se termine sans conclusion ferme et c'est volontaire. Elle ne propose ni victoire éclatante ni résolution définitive, mais une invitation à réfléchir à la manière dont les sociétés modernes traversent leurs moments les plus fragiles. Ce qui s'est joué cette nuit-là n'a pas laissé de traces visibles. Pourtant, ses implications dépassent largement l'événement lui-même. À travers le cas d'Ibrahim Traoré, c'est la question de la vigilance collective qui affleure. Comment un État, des institutions et une population peuvent-ils rester attentifs à des menaces qui ne se manifestent pas ouvertement? Jusqu'où le silence peut-il être une protection? Et à partir de quand devient-il une zone d'angle mort pour le débat public? Ce récit n'appelle pas à la peur, mais à la compréhension. Comprendre que la stabilité n'est pas un état figé, mais un équilibre continuellement négocié entre information, confiance et temps. Comprendre aussi que les crises les plus décisives ne sont pas toujours celles que l'on voit en direct. La question reste donc ouverte bien au-delà de cette nuit précise, dans un monde où tout peut basculer en quelques minutes. Comment reconnaître les signaux faibles sans attendre qu'il soit trop tard? Et surtout, comment en parler collectivement une fois le silence retombé?